Dimanche 23 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Espace TV pour vous informer et bienvenue dans votre émission Club de l'Actu. L'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. Certaines informations vous échappent, mais on se fait le devoir de vous les décrypter, commenter et analyser avec les professionnels de l'information. Alors, comme ce soir, on a la transformation numérique, appelée aussi transformation digitale ou e-transformation, ce phénomène de mutation lié à l'essor numérique et d'Internet fait aujourd'hui d'effet. Le monde entier, pratiquement dans tous les secteurs, on retrouve une main de cette évolution, comme au 19e siècle, la révolution industrielle a bouleversé tous nos comportements et tous nos faits. Alors, au 20e siècle, il faut le dire, au 21e siècle maintenant, nous sommes avec le numérique. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui avec cette mondialisation? Les grandes puissances sont certes très en avance. Qu'est-ce que l'Afrique peut tirer comme bénéfice? Comment l'Afrique peut-elle être au même niveau d'évolution numérique que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne? Nous recevons cet après-midi dans ce studio sur ce plateau Dr Moussa Berete. Il est spécialiste en développement numérique. Dr Moussa Berete, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes en séjour en Guinée, vous vivez aux États-Unis et vous avez les mains et les pieds dans le numérique. On en saura tout à l'heure, on en parlera. L'autre question, l'actualité nationale, bien sûr. Du nouveau, on le dira dans l'affaire Ousmane Gawal Diallo, Shérif Ba, Etienne Soropogui, Abdoulaye Ba et autres, parce que cette semaine on a entendu encore, ils étaient d'abord détenus depuis novembre 2020 pour stockage, transfert, fabrication, détention et port illicite d'armes légères. Ces figures de l'opposition ont été renvoyées devant le tribunal criminel de Dixine avec de nouvelles charges à cette fois, et ils sont désormais poursuivis pour trouble à l'État par la dévastation, le pillage, atteinte aux institutions de la République, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violence ou mort par le biais d'un système informatique qu'on qualifie d'ailleurs d'épervier. Alors, diffusion et la mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public. Cela se fait et c'est en même semaine que ce décret est sorti. Et après l'institution, c'était bien le 27 janvier dernier. Et en mai, le président Alpha Condé, dans un décret, nomme le secrétaire permanent du cadre de dialogue permanent, du cadre de dialogue social et politique. Fodé Bangoura, c'est le président du PIP, Parti de l'Unité et du Progrès, qu'on a connu sous le petit nom du tout-puissant ministre sous Lansana Conté. On décryptera tout cela et est-ce qu'il a toutes les chances pour être même de rapprocher les positions dans ce pays quand on sait qu'elles sont très tendues, ces positions politiques aujourd'hui. Ce sont ces entre autres questions auxquelles nous nous intéresserons cet après-midi avec deux confrères. Cet après-midi, Tcherno Suleiman Diallo, il est du site d'information Guinée News, bonsoir. Bonsoir Daouda, bonsoir à tous. Merci encore cet après-midi d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours avec le même plaisir. Et l'autre, c'est Sidimé Alpha Cabinet. Alpha Cabinet, il est administrateur général du site actuguinée.org. Monsieur Sidimé, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Mais avant d'aller avec vous, qu'est-ce qui a marqué l'actualité de la semaine? La revue de la presse avec Djibril Ba de la rédaction de Espace TV. On suit ça. Bonsoir à tous et à toutes. Des journaux guinéens s'offre le secrétaire général des affaires religieuses, guinépremière.com. Titre: Les affaires religieuses demandent du sacrifice, lait en poudre, le riz. Fankadama, la démarche vise à lutter contre les fléaux et des calamités naturelles que connaît la Guinée à l'orée de la saison des pluies, écrit le site d'information. Une boîte de lait, 1 kg de riz, l'étrange sacrifice demandé par les autorités religieuses de Guinée, pointe Guinée Matin. Ali Jamal invite les responsables et leaders religieux musulmans et chrétiens d'organiser des journées de prière dans le souci de protéger les populations. Guinée Première rappelle que depuis cette annonce, les réactions se multiplient. L'imam Elaz Ali Souma est favorable à la mesure. Ce dernier précise que c'est une recommandation du prophète Mohamed, paix et salut sur lui,
Africa-Guinée de rajouter Fangadama, Ali Jamal brise le silence. Notre vocation principale est de sauvegarder la paix et la quiétude sociale dans la cité, a expliqué dans les colonnes du site le secrétaire général des affaires religieuses. À la une également de la presse guinéenne, Cellou Dalein invité à Lomé, le pouvoir le laissera-t-il sortir du pays, se pose la question. Vision Guinée. Guinée Matin, d'écrire voici la réponse du gouvernement. Je pense que comme chacun a dû le suivre, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont pu être envisagées ou qui ont été entreprises par la justice de notre pays. Je pense d'ailleurs qu'à chaque fois que l'une des personnalités a été refoulée à l'aéroport, c'est suite, selon ce que nous a appris, à des décisions de justice qui parfois lui auraient été communiquées par les autorités compétentes, notamment au niveau des services aéroportiers, a dit Tibou Camara, cité par l'auteur de l'article. Ces décisions judiciaires, d'ailleurs, n'épargnent pas Fodé Oussou, qui a été empêché de voyager, relève Guinée 114. Cela n'est pas du domaine de l'exécutif et du pouvoir politique, a conclu Tibou. À la une des journaux cette semaine, 25 personnalités guinéennes visées par des eurodéputés, lit-on sur le site Guinée Matin. Mosaïque rappelle plutôt que le régime de sanctions ne peut pas contribuer à lutter contre l'impunité. Elle ne peut pas arrêter les violations des droits de l'homme dans la mesure où tous les embranchements et toutes les implications dans la commission d'enquête des violations des droits de l'homme. C'est une enquête qui peut permettre de remonter, affirme Dansa Kourma, interrogé par notre confrère. Prétendue sanction des personnalités guinéennes par un groupe de députés européens, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Titre l'AGP, l'agence guinéenne de presse. L'État guinéen, comme tous les autres États du monde, est engagé à défendre ses institutions, sa sécurité intérieure et extérieure dans le respect des libertés publiques et des droits démocratiques. Précise Tibou entre les lignes de l'agence. La Guinée.info a porté son analyse sur la sanction des anciens dignitaires du CNDD. C'est vraiment avec beaucoup d'indignation, beaucoup d'étonnement, d'amertume que nous avons accueilli cette nouvelle de l'interdiction de séjour dans l'espace européen, du gel des avoirs pour les hauts dignitaires du CNDD, regrette Maître Paul Yomba Kourma, l'avocat de Toumba Diakité. Voilà, retour sur ce plateau, le moment pour nous de dire bonsoir à tous nos téléspectateurs à travers le monde, mais précisément du côté des Léros qui sont à cet instant même devant leur petit écran pour regarder cette émission Club de l'Actu. Et Tcherno Suleiman, le tour de l'actualité, on l'a suivi, la une des journaux, mais aussi les sites d'information de notre pays. Fankadama, qui est encore revenu cette semaine, le secrétaire général aux affaires religieuses. Et on a l'habitude quand même de faire des sacrifices dans ce pays, mais pourquoi, à votre avis, pour cette fois, et tout ce tollé? Écoutez, tout ce tollé parce que c'est à la fois maladroit et très peu subtil de signer de la part d'un gouvernement, de signer un communiqué et de le faire passer comme ça, pendant que ce qui est demandé à un gouvernement, c'est de travailler, multiplier les initiatives justement pour faire face de façon anticipée à ce à quoi il fait allusion. Maintenant, pour ce qui est des prières, laisser ça à chacun l'initiative de prier comme il peut le faire, ou à la limite si les gouvernants estiment qu'il faut absolument le faire, il fallait le faire de façon plus subtile, glisser ça dans les oreilles de certains imams ou certains prêtres que nous connaissons dans ce pays. Eux, ils vont à leur tour partager ça à leurs fidèles. Mais signer, cacheter un communiqué comme ça pour dire que c'est de la part du gouvernement, c'est subtil à votre avis. Ça fait vraiment pas honneur. Oui, Sidimé, ça a quand même fait le tollé sur les réseaux sociaux, notamment dans les cafés et autres. On en a parlé parce que c'est vrai que d'habitude, les autorités invitent à l'observation des sacrifices, des prières et autres. Pourquoi, à votre avis, cela a-t-il dérangé tant? Bon, écoute, ça pouvait quand même déranger parce que quand moi j'ai vu d'abord la note, j'ai tout de suite pensé que c'était pas authentique. Parce que je me suis dit, mais attends, je ne sais pas à quoi joue réellement ce ministre. C'est vrai, on a l'habitude de donner des sacrifices, et surtout que les chrétiens viennent de sortir de leur mois de carême.
suivi directement aussi du cas des musulmans, du Ramadan. Et qui parle de carême, qui parle de Ramadan, parle effectivement aussi de certains sacrifices en soi que nous donnons. Donc, le lendemain de ces 2 mois de pénitence, c'est le secrétaire général des affaires religieuses qui n'a pas adressé ses courriers, comme l'a dit si bien mon frère Kerno, aux différentes préfectures, aux différentes directions communales des affaires religieuses. C'est sur la toile même, parce que j'ai eu certaines informations, c'est sur la toile même que ces directeurs communaux des affaires religieuses ont vu la note. C'est encore grave. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est parce que c'est la cellule de communication surtout. Ce sont les communicants surtout. Des documents administratifs, ils bondissent là-dessus. Au lieu que ces documents administratifs soient destinés aux ayants droit, eux, ils s'en approprient directement. Ils ne savent même pas quoi faire. Après, c'est pour dire à leurs responsables. Voilà. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai été après la publication des courriers, moi j'ai eu à appeler certaines ligues régionales qui me disent mais attention, c'est sur Facebook, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu la note de service. C'est pour vous dire que généralement les communicants jouent le mauvais rôle. Fancadement, on a l'habitude de faire, on a l'habitude de donner, autant de compter, il faut le rappeler. Moi j'ai vu vers la Haute-Guinée où on nous disait il faut que les épouses supportent au dos les époux. On a vu ça. Donc, mais pourquoi cette fois-ci ça fait toller? C'est parce que le net est là, le numérique est là. D'accord. Alors, puisque vous nous tendez d'ailleurs la perche, on l'a reçu cet après-midi pour effectivement parler de cette révolution numérique. On a vu au 19e siècle, c'était la révolution industrielle qui a bouleversé le cours normal du monde, et cette fois, au XXIe siècle, c'est la révolution numérique. Aujourd'hui, ce sont quand même des effets, comme ce qu'on a vu, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut rapidement savoir de cette révolution industrielle? D'accord, avant de parler souvent de la révolution qui se passe maintenant, il faut essayer d'abord de savoir c'est quoi la technologie, d'accord? Quand on parle de la révolution numérique ou digitale, tout part de la technologie, d'accord? Quand je pose cette question à des personnes, je reçois plus de centaines de définitions, mais des définitions très techniques. Pourtant, c'est très simple. Je dis souvent que la technologie, c'est l'ensemble des moyens et des techniques qui nous permettent de satisfaire nos besoins. Maintenant, ces techniques ou ces moyens peuvent être vraiment archaïques ou très modernes. D'accord? Et par rapport à ça, j'associe le début de la technologie à la découverte du feu par l'homme. C'est quand l'homme a pu maîtriser le feu. Et parce que là, ça a commencé à changer la vie de l'homme. Moi, je pense c'est là la première révolution industrielle, en fait. Car là, l'homme a commencé à maîtriser le feu. On a utilisé le feu pour forger nos outils. On a utilisé le feu pour se maintenir à chaud. On a utilisé le feu pour préparer à manger. Et de là, on est parti à la machine à vapeur, ainsi de suite, jusqu'à le dot-com, l'Internet, tu vois. Donc, il faut choisir entre les moyens archaïques ou les moyens modernes. D'accord? Donc, en parlant de ça, aujourd'hui, comme il a dit, à cause de la vitesse de l'information, ces circulaires ont circulé très rapidement, arrivé dans les mains qui étaient peut-être prématurées ou qui ne devaient pas arriver là déjà. D'accord? Et comme je t'ai dit la dernière fois, l'Afrique aujourd'hui a une chance de reprendre la course avec les pays occidentaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On n'est pas obligé de reprendre par la découverte du feu. D'accord? On connaît le feu déjà. On n'est pas obligé d'aller dans les technologies que les États-Unis ont dépassées pendant très longtemps. D'accord? Il y a de nouvelles technologies aujourd'hui que les États-Unis, la France, la Russie, personne ne maîtrise. Ah bon? Ce sont quand même des grandes puissances. Justement. Parce que comme je t'ai dit, essayons de faire un pas en arrière. Quand on parle un peu, je vous ai parlé de la découverte du feu. Il y a plus de 500 000 années que l'homme a pu maîtriser le feu avec l'homo sapiens. Et de là jusqu'à la découverte de la machine à vapeur, il y a eu 500 000 ans, peut-être, de la machine à vapeur à l'électricité, il y a eu un siècle. Tu vois, non? Et de l'électricité à l'ordinateur, peut-être moins de 100 ans. Et avec l'Internet. Maintenant, le temps entre les découvertes ou les révolutions de la technologie s'est réduit. Et l'information passe très vite. D'accord? Au moment où nous, l'Afrique, on est en train d'apprendre ce qui est archaïque, les gens sont 10 pas devant
déjà en avant. Ouais. D'accord? Donc, quand tu prends des trucs comme la blockchain, right, qui se passe aujourd'hui sur un système distribué, qui n'est pas contrôlé par une agence centrale qui est là, d'accord? Tout le monde est paniqué. Vous allez parler pour ceux aussi qui ne sont pas professionnels dans ce domaine. Le blockchain, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nos auditeurs? Parce que quand on parle d'informatique, de la technologie, on a beaucoup d'éléments qui viennent, cloud, blockchain, ainsi de suite, oui. D'accord. Et essayons de prendre un pas en arrière, d'accord? Parlons un peu, vous avez dit le cloud, d'accord? Que je dis tout de suite aux gens. Ok, le cloud, c'est un mot très sexy, tu vois, mais ça veut dire tout simplement l'ordinateur d'une autre personne qui ne vous appartient pas. Ok. D'accord? Et avec le cloud, on a la big data, right? Parce que tout ce qu'on parle là, il y a de l'information qu'on fournit. C'est généré par, les gens nous voient sur la télévision, tout de suite ça va sur les réseaux sociaux, les gens vont en parler. Tout ça, c'est des informations qui sont générées, d'accord? Et avec ces informations, on s'en sert pour les analyser et prendre des décisions. D'accord? Et maintenant, avec l'apparition de la 3G, il y a eu tellement d'informations qui a circulé. D'accord? Et c'est plus gérable. Tu vois? Et c'est là qu'on est parti du BI à Big Data. D'accord? Et maintenant, parlons de la blockchain. Right? Et aujourd'hui, il y a une question de sécurité et d'authenticité des données. Quand on parle tout de suite là, et avant que je vienne ici, tu as pris mes informations et tout, peut-être mettre dans une base de données, et tu peux aller tout de suite et modifier cette information s'il a l'accès à la base de données. Parce que c'est centralisé, ça appartient à quelqu'un, c'est un administrateur de base de données qui est là, qui surveille ça, qui administre. Maintenant, la blockchain, comment ça se passe? C'est une technologie qui est faite pour éviter qu'une tierce personne vienne modifier les informations. Voici comment ça se passe. Un système de sécurisation, vous voulez dire? La sécurité est un atout pour ça. Ouais. C'est pas aussi fait pour un système de sécurité, oui, mais c'est fait pour que tout ce qu'on fait aujourd'hui sur un système centralisé, qu'on puisse le faire sur un système décentralisé. D'accord. Alors, quand on prend le cas spécifique de l'Afrique, aujourd'hui l'Afrique chante partout. On a vu le président Alpha Condé qui a des grandes rencontres, qui dit que l'Afrique ne doit pas rester à la traîne aujourd'hui de cette 4e révolution. L'Afrique a des compétences, on doit aller. Mais le monde, vous l'avez dit, les grandes puissances sont très en avance. Quelle chance aujourd'hui l'Afrique peut-elle avoir pour au moins être au même pied d'avancement que les autres, dès lors qu'on n'a vraiment pas d'infrastructure, de base aujourd'hui qui nous permettent d'être à ces niveaux? Oui, ça c'est une très belle question. Moi, je suis 100% d'avis avec ce que le président a dit. J'ai eu à débattre ce sujet avec beaucoup de personnes. Comme je vous ai dit, on a la chance de reprendre la course au même niveau que ces Occidentaux. Et nous ont dépassé dans beaucoup de technologies. Comme je vous ai dit, la technologie, c'est l'ensemble des moyens qui nous permet de répondre à nos besoins. D'accord? Et cette nouvelle technologie, on a la chance de reprendre avec eux. On n'a pas besoin d'aller à zéro et reprendre tout. Ce qui se passe aujourd'hui, la blockchain par exemple, les gens disent que l'Afrique n'a pas d'infrastructure. Tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est l'Internet et une couche juvénile très bien éduquée. C'est pour cela, moi, je vais vers la jeunesse. J'ai déjà offert un cours gratuit sur la transformation numérique sur Zoom. Il y a plus de 100 participants. Et demain matin, je me prépare pour aller à Mahatma Gandhi. Et là, mon ami Michael, aujourd'hui, que la salle va être très, très remplie. Les jeunes sont intéressés. Ils ont accès à l'Internet. Ils ont accès à tous les outils dont les Occidentaux ont besoin aujourd'hui à cause de l'Internet de la 3G. D'accord. Oui, Sidimé a une question. Voilà, moi j'ai une question. C'est vrai, nous aimons beaucoup imiter. C'est vrai, nous entendons assez de beaux discours, surtout des discours de panafricanistes ou panafricains, je ne sais quoi. Nous parlons aujourd'hui de cette digitalisation. Daouda a fait qu'à tout à l'heure à la sécurisation. Je sais, parce que je suis administrateur d'un site web, la plupart des organes de presse aujourd'hui, surtout en ligne, sont logés soit en Europe, soit aux États-Unis d'Amérique. Le point .org, par exemple, nous savons qu'il est américain. Le point .net, je pense, est américain aussi. .fr est français. Même le point .gn
de la Guinée, semblerait-il qu'il est américain. Oui. Donc, est-ce qu'on n'exporte pas gratuitement nos données de base vers ces Occidentaux et au même moment, nous réclamons l'autonomie? Est-ce que là, on parle de sécurisation, on parle de sécurité? Oui. Et ce n'est pas un handicap, ça ne constitue pas un handicap très sérieux? on a parlé de cloud, d'accord? Et j'ai répondu de cloud, c'est l'ordinateur d'une autre personne. Nos données qu'on envoie, oui, le DACOM, il est américain et tout, ces données, qui sait où ça réside? Ça peut être en Sierra Leone. Ah bon? Ça peut être en Inde. Parce que le cloud, c'est quoi? Aujourd'hui, j'étais à Daouda la première fois qu'on s'est vu, quand on a discuté. Dans ma carrière, j'ai fermé plus de 5 data centers. Ok. Pour des grandes entreprises qui sont en train, des banques, des grandes institutions financières qui sont en train de fermer les data centers pour aller dans le cloud. Pourquoi? Vous avez parlé de la sécurité. Les gens qui administrent les clouds, c'est tout ce qu'ils font comme travail. Ils sont habitués à tous les risques d'attaque. Parce que c'est ça qu'ils font 24 sur 24. Et vous et moi qui sommes là à Espace aujourd'hui, on crée un data center ici, nous sommes familiers que le genre de risques dans notre domaine et dans notre pays. D'accord? Et pourquoi ne pas avoir confiance à une personne qui fait ça à temps plein et qui est familier à tout ce qui peut attaquer? C'est ça ma philosophie sur la protection des données quand il s'agit du cloud. Quand on envoie nos données, on sait où. D'accord. Oui, mais attendez, certainement peut-être qu'il ne m'a pas compris. Le point GN, par exemple, je parle cas GN, ça parle de la Guinée. Oui. Si le nom de domaine GN, qui est logé aux États-Unis d'Amérique, Oui. et que des ministres, des directeurs généraux travaillent par mail, Oui. est-ce que là, ils ne sont pas en train d'exporter gratuitement nos données de base? Mais est-ce que vers ces il y a gens? quelque chose qu'on appelle l'encryption? Toutes les informations qu'on envoie sur le web, c'est encrypté. Et c'est à cause ça, vous utilisez votre mot de passe. D'accord? Et ça nous envoie même dans la blockchain. La blockchain utilise quelque chose qu'on appelle la cryptographie, qui est plus sécurisée que l'encryption. D'accord. Alors, l'autre question, aujourd'hui, on a commencé avec des ordinateurs Windows, des gros ordinateurs qui étaient bombés. Aujourd'hui, tout se réduit à de petits matériels. Nous, on a pratiquement rien en Afrique. Peut-être qu'on a une jeunesse qui rêve, mais techniquement, on n'a pas de matière. Est-ce qu'on peut vraiment être au rendez-vous? Oui, bien sûr, mais on vit dans un monde global aujourd'hui. D'accord? Vous pouvez, si vous avez Amazon sur vous, vous pouvez... Vous savez, on est parti du portable et c'est venu aux miniatures mobiles. Qu'est-ce qui nous a permis de faire ça? C'est la microtechnologie, d'accord? Qui est en train de réduire les grands trucs en petites puces. D'accord? Et là, on est aujourd'hui avec la 5G qui va très vite, que les gens pensent que c'est juste une connexion mobile et qui va complètement au-delà de ça, on en viendra après. Le monde est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Et je connais des enfants ici qui comprennent déjà comment programmer Alexa de Amazon et Google Mini de Google. Donc du coup, c'est pas une inquiétude. Et les Occidentaux prennent les matières premières naturelles ici et ramener. Pourquoi? Il y a quoi de mal si on importe quelque chose qu'on n'a pas? C'est ça la globalisation en fait. D'accord. Vous avez touché ce point, et je ne sais pas si vous avez une question, Tcherno. Oui, vous pouvez terminer après moi. Alors, vous avez touché une question, la 5G par exemple. Et c'est, je vais dire, à la compréhension du Guinéen lambda. Quand on parle de 5G, on est carrément téléphonie, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Guinée est dans toutes les prédispositions, d'abord de maîtriser la 4G qu'on utilise déjà, et rêver vers la 5G et puis être au même niveau que les autres, alors que on a encore du problème avec les infrastructures. C'est vrai que le backbone il est en train d'avancer, mais techniquement, est-ce qu'on est assis? Bon, voici ce que moi je me dis. Et beaucoup de personnes se posent cette question. Il y a certains qui vont même me demander, on n'a même pas le courant. D'accord? La 5G, c'est
ça a les mêmes structures presque que la 4G, la 3G, mais avec plus de solides d'infrastructures, comme ce qu'on appelle multiple in, multiple out. Okay. D'accord? Il suffit d'avoir l'infrastructure. Et comment utiliser cette infrastructure? C'est les use cases, les cas d'utilisation. D'accord? Et beaucoup parlent de la 5G sans même savoir les domaines d'utilisation de la 5G. Même les États-Unis aujourd'hui, on parle de la 5G, mais les domaines où la 5G est utilisée sont très très restreints aujourd'hui. Okay. Ouais. Un cas d'utilisation de la 5G, par exemple, c'est la voiture autonome. D'accord? Parce que la 5G, c'est la rapidité. C'est des centaines de fois plus rapide que la 4G. D'accord? Je vous ai parlé des données aujourd'hui, où les données sont collectées, stockées, analysées et les informations sont données pour la prise de décision. Okay. D'accord? Si vous prenez une voiture autonome, par exemple, d'accord, qui n'a pas de chauffeur, elle est obligée de prendre des données très rapidement, les analyser et donner des instructions à la voiture pour freiner, accélérer ou faire marche arrière. D'accord? C'est vrai qu'on n'est pas arrivé à ces technologies, mais comment ces technologies vont affecter l'Afrique? Dans 15 ans, il y a certains pays occidentaux qui ne vont plus accepter la vente de voitures à carburant. Okay. À cause des voitures électriques et les voitures autonomes. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer si l'Afrique ne se dépêche pas pour rattraper ces technologies? Tous ces garbage-là vont se retrouver sur notre continent. Parce qu'une voiture, une Mercedes G-Wagon va se coûter peut-être $5,000. D'accord? Et parce que personne n'en a besoin. D'accord? Et j'ai lu des reports qui disent que la 5G avec les voitures autonomes vont réduire le coût d'avoir une voiture à 90%. Okay. Donc tout ce qui réduit, c'est l'économie du scale. Tout ce qui réduit vos dépenses à 90%, ça va marcher sans faute. D'accord. Oui, Thierry Suleiman. Oui, moi je voudrais, docteur, qu'on s'attarde un peu sur le lien qu'il peut y avoir entre la technologie en tant que matériel qu'on peut utiliser pour faire réussir beaucoup de choses et peut-être le niveau d'éducation ou les compétences qu'il faut avoir pour justement pouvoir utiliser la technologie. Parce que si l'outil a beau être performant, mais si à côté les connaissances ne sont pas développées en termes de management, en termes de je ne sais quoi, politique économique et tout, est-ce qu'on ne risque pas, avec toutes les mises en garde concernant ce qu'il faut faire comme attention entre l'Occident et nous, est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté encore? Parce que autant la technologie, l'outil est là, il est accessible, autant vous voyez régresser les choses dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, le niveau des études des jeunes, ça laisse vraiment à désirer. Est-ce qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là? Il y a bien sûr un souci à ce niveau, d'accord? Et il y a un risque qu'on puisse passer à côté. Et ce risque est inévitable. Mais pourquoi ne pas voir, au lieu de voir que le gobelet est à moitié plein, à moitié voilà. vide. D'accord? C'est à cause de ça que je vous ai dit au début, j'ai raconté une histoire à Daouda. Quand j'ai fini mon doctorat en 2011, j'étais l'un des premiers académiques du monde entier à publier un livre sur la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord? Vous pouvez voir sur Amazon, vous verrez mes 2 livres. Je suis venu en Guinée avec ce concept. Et je suis parti vers certains cadres et je leur ai expliqué les enjeux de la responsabilité sociétale, surtout que notre pays est très riche en mines. Mais tout le monde m'a regardé comme si je parlais grec. Quelques années après, ils sont partis prendre des experts pour venir faire cette responsabilité sociétale en Guinée, qui sont partis me voir aux États-Unis, demander des conseils. J'ai des preuves, j'ai des emails que j'ai aidés. Certains d'entre eux sont venus même aider à modifier notre code minier. Oui. D'accord? C'est pour voir maintenant. Je parle de la révolution numérique, de nouvelles technologies, au lieu d'aller... Aujourd'hui, les cadres, ils ont l'esprit ouvert, c'est pas comme en 2011. Je parle vers les jeunes. J'essaie de les éduquer, j'essaie de les apprendre ce que je connais. Parce que moi, ma philosophie, c'est quoi? C'est pas les apprendre à utiliser ce qui se passe aux États-Unis, c'est les apprendre à créer, à innover. Vous avez dit qu'on imite beaucoup. Tant qu'on continue à imiter, et ça ne va pas avancer. Il faut que nos jeunes, ils sont très très intelligents. On a besoin de leur donner des outils et leur apprendre comment apprendre. Et ils vont créer tout de suite, on va avoir des Elon Musk, on va avoir des gars très qui vont créer des trucs très inimaginables. Oui, docteur, ça fait un peu longtemps que vous êtes en Guinée,
Oui, je veux juste savoir si ça fait longtemps que vous êtes là. Est-ce que, il y a une semaine juste. Voilà, justement, d'accord, une semaine c'est encore très peu, parce que je voulais juste savoir comment vous avez vu l'élan de cette révolution industrielle chez nous. Parce que là, j'ai encore du mal. C'est vrai, c'est un rêve, non seulement pour l'administration guinéenne. Chaque ministère aujourd'hui parle de la digitalisation. Nous avons écouté le ministre de l'Éducation nationale, au ministère du Budget, on parle de e-tax, et je pense que tout ça là font allusion à ce domaine. Donc, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui sur l'élan qu'emprunte la Guinée dans ce sens? Si vous avez une idée, est-ce que vous espérez quand même? Parce que vous ne pas qu'on est en retard dans tout. Vous savez, on ne peut pas, comme je vous ai dit, right? Les gens vous disent que parce qu'on n'a pas maîtrisé telle technologie, on ne va pas vouloir maîtriser la nouvelle technologie. D'accord? Aujourd'hui, on a des technologies émergentes que même les États-Unis ne maîtrisent pas. Avec de très bonnes formations des jeunes, moi je pense que... Parce qu'il y a l'intérêt. Demain, je pars à Mahatma Gandhi pour donner un cours sur ce truc. Il faut voir il faut voir l'intérêt des jeunes. Et s'il y a la volonté d'apprendre, ces jeunes-là vont créer des trucs, ils vont être innovateurs. D'accord. D'accord. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité pour cette première partie de l'émission Club de l'Actu, c'est bien Dr Moussa Berete. Dr Moussa Berete, il faut rappeler déjà qu'il est certifié en Blockchain for Business, DBA Doctorate of Business Administration, and BA Masters of Business Administration. Il est également, il a une maîtrise en chimie, major de sa promotion à l'université de Conakry. Les expériences académiques, il a été professeur et superviseur de thèse. Il est également professeur, il faut le dire, qui a enseigné dans les universités City University of Seattle Bellevue et également à Colorado Technical University. Il y a enseigné. Il a également écrit, comme il nous l'a rappelé tout à l'heure, à son actif, il a Corporate Social Responsibility and Financial Performance, des Positive Relationship. Il en a écrit également Building Sustainable Business Strategy et Guide et d'autres articles à son actif. Pour terminer avec Dr Moussa Berete, est-ce que votre séjour en Guinée, vous l'avez mis à profit pour rencontrer notamment nos autorités, notamment de l'ARPT, nos autorités au niveau du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique? Parce qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont dits, notamment la biométrisation des documents, et l'Internet pour tous, mais aussi le data center qui devait être installé ou qui doit être installé. Tout cela, est-ce que vous avez rencontré les autorités pour échanger sur comment vous pouvez être utile? Donc, comme je vous l'ai dit au début, moi, mon but pour le moment, c'est de me baser sur la jeunesse. Okay. Ils ont approché cette couche juvénile qui a faim du savoir, partager le savoir avec eux, parce que c'est seulement sur cette couche juvénile qu'on peut compter pour créer quelque chose. Right? Il y a beaucoup de trucs qu'on parle ici, c'est de l'imitation. Okay. Et tant qu'on imite, je ne pense pas qu'on peut aller à l'avant. Oui, il faut créer. Vous pouvez aussi rencontrer ces autorités, ne serait-ce que pour les conseiller. Mais je vous dis, tout ça, mon objectif cette fois-ci, c'est sur cette couche. Ça peut changer, d'accord, et il peut y avoir beaucoup d'opportunités pour rencontrer des personnes et en parler, mais je commence par parler d'abord à la jeunesse pour les avertir de ce qui se passe et comment ils peuvent participer à cette révolution. Donc vous n'avez pas pris contact avec les autorités? Comme je vous ai dit, je me base souvent cette fois-ci sur cette couche et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. En tout cas, merci à vous d'être passé dans cette émission. On souhaite vraiment qu'avant votre retour, on aura d'autres créneaux, effectivement, dans ce domaine, à développer pour le bonheur de la jeunesse guinéenne, mais aussi pour d'autres adultes comme Thierno Suleiman, qui voudra bien être à la pointe de nouvelles technologies. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Et on aura d'autres occasions et passer une excellente soirée. Merci Daouda et merci à
à tout le monde. Alors, si la technique est avec nous, on va changer à présent de sujet. Je vous le disais, après le décret instituant le cadre de dialogue politique et social, le président de la République nomme enfin un secrétaire permanent, c'est le président du Parti de l'Unité et du Progrès, Fodé Bangoura, l'ancien ministre secrétaire général à la présidence sous Lansana Conté, aura désormais la lourde charge de diriger le dialogue en Guinée. Quelle chance pour celui qu'on qualifiait à l'époque de tout-puissant ministre, hein? On le disait, c'est bien Christophe Boisbouvier qui l'appelait ainsi. Quelle chance il pourrait bien avoir pour aller avec les acteurs dans leur ensemble. C'est la question qu'on se pose cet après-midi. Tcherno Suleiman, comment vous avez accueilli cette nomination de Fodé Bangoura? Mais il faut dire que sur le principe, c'était bien qu'on puisse avancer, parce qu'il y a le cadre de dialogue qui a déjà été, le cadre de dialogue qui a été déjà créé. Du coup, on attendait justement l'évolution des choses. Et voilà, ça a pris du temps, mais bon, on peut dire qu'encore une fois, sur le principe, c'était bien qu'on puisse aller à une étape supérieure. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir, est-ce qu'il va réussir ou pas? Et à côté de celle-là, il y en a beaucoup d'autres, parce que pour qu'il réussisse, ça veut dire que des conditions sont créées pour que cela soit, à commencer, disons, par celui-là même qui a pris l'initiative de créer le cadre de dialogue, et puis de mettre quelqu'un comme secrétaire permanent. Ça veut dire qu'il y a un contexte vraiment favorable à créer. Le président de la République, au lieu que ce soit une volonté politique affichée, doit cette fois-ci donner du concret, du gage concret pour que, disons, cette initiative puisse aboutir. Parce que vous savez que ce n'est pas la première fois qu'on parle de dialogue dans ce pays. Oui, parce qu'on a même eu une commission provisoire de réconciliation nationale. Entre autres, il y a tellement eu d'initiatives dans ce pays allant dans le sens du dialogue, que cette fois-ci, on est en droit non seulement d'être sceptique, mais aussi d'être autant que nous sommes exigeants, c'est-à-dire nous de la presse, les partenaires au développement, les partenaires sociaux, les interlocuteurs de l'État, l'État lui-même. Tout le monde devrait être le plus exigeant possible pour s'assurer qu'on a d'abord créé toutes les conditions pour que ce dialogue ait lieu et qu'il puisse produire des résultats. Je pense que c'est à cette condition, et c'est à cette condition seulement que éventuellement Monsieur Bangoura, Fodé Bangoura, pourrait éventuellement être jugé comme on juge le maçon au pied du mur. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir été choisi là, mais si on ne crée pas des conditions pour lui, on ne pourra même pas savoir si lui-même il avait les outils, il avait les moyens de pouvoir faire le travail pour lequel il est choisi. Donc on attend que ces conditions soient créées. Ensuite, lui-même, il va nous dire exactement qu'est-ce qu'il a comme matière. Voilà, comme matière, comme moyen, comme vision, comme leadership pour pouvoir faire les choses. Parce que là, il s'agit vraiment d'une situation toute particulière. Le pays, il est dans une crise qui ne dit pas son nom. Donc il faut savoir se surpasser, y compris pour le secrétaire permanent. Oui, mais Sidimé, on va en parler tout à l'heure, d'aucuns disent que c'est du compter sans compter. Aujourd'hui, Fodé Bangoura arrive, mais il y a un premier décret qui date du 27 janvier dernier qui a mis en place ce cadre de dialogue sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement. Aujourd'hui, on a Fodé Bangoura, secrétaire permanent. Est-ce que vous n'y voyez pas une sorte de conflit de compétences qui pourrait naître à l'horizon? Oui, non, bon, moi je ne vois pas je ne vois pas sous cet angle, je ne vois pas encore moyen cette sorte de cacophonie. Cette sorte de cacophonie est présentée surtout chez les leaders, chez les acteurs politiques, parce que nous avons, juste après le décret, on a lu par-ci et là les acteurs politiques qui, certains acclament tout de suite, par contre d'autres comme l'UFDG qui dit niet, elle n'est pas concernée. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'on essaye de voir que Fodé Bangoura est la personne
qui doit quand même est le garant. Ce n'est pas celui-ci. D'accord. Il n'est que ces 7 personnes chargées d'assurer, au point de vue technique et administratif, le dialogue, le cadre de dialogue dont il est question sera présidé par le Premier ministre. Ce n'est pas le secrétaire permanent. Okay. Le secrétaire permanent, je pense, à mon sens, joue un rôle assez limité. Il assure certainement le PV, les indemnités et d'ordre technique aussi, pour en ce qui concerne, parce que quand on parle de dialogue là, il faut comprendre tout de suite que ceux qui seront autour de la table doivent recevoir quelques perdièmes. Ouais. Donc je pense qu'il a un rôle quand même limité. Mais le dialogue, le cadre de dialogue permanent dont il s'agit sera présidé par le Premier ministre. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure, mais c'est Mamadou Sylla, si on peut dire, qui a vu juste ou qui est en train de voir, qui dit que tout dépend d'abord des termes de référence qui peuvent leur être proposés. Oui, mais justement, ce n'est pas Fodé Bangoura qui doit en principe donner ces termes de référence. Ce n'est pas Fodé Bangoura, c'est le Premier ministre qui doit donner ces termes de référence. Ce n'est pas seulement Mamadou Sylla, même Baouri, je l'ai écouté. Il a applaudi. Dr Ousmane Kaba, lui aussi, il a vanté les mérites, le passé historique de l'homme, de Fodé Bangoura. Mais ce n'est pas Fodé Bangoura. Il faudrait que les gens ne se trompent pas. Ce n'est pas lui. Le cadre de dialogue permanent est présidé par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. C'est à lui et son président peut-être de donner les termes de référence. Ce n'est pas à Fodé Bangoura. Ce n'est pas à Fodé Bangoura, comme le dit Sidimé, mais est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut présager la réussite d'un dialogue, sachant bien la disparité entre notamment les principaux partis politiques, l'UFDG, le PDN, l'UFR, et la mouvance présidentielle, le RPG Arc-en-Ciel, même si de l'autre côté, il y a un chef de fila qui, en tout cas, qui laisse à désirer pour certains, à quoi peut-on jouer aujourd'hui pour avoir un dialogue réel? Écoutez, tout dépend, encore une fois, de l'ambition et de la vision des principaux acteurs. À commencer par le président de la République. Je le disais tantôt, il ne faut pas que ce soit pour lui juste une volonté politique affichée. Il faut que ce soit une volonté réelle de sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années. Oui. Et à partir de ce moment-là, lui, s'il crée le cadre, il crée les conditions, pour détendre l'atmosphère, pour permettre à tout le monde de pouvoir prendre part à ce dialogue. Et donc, que ce ne soit pas un dialogue de sourds ou à géométrie variable, que ce soit vraiment toutes les parties concernées qui puissent venir autour de la table, discuter des choses essentielles du pays, pas de moi, pas de toi, c'est-à-dire il n'y a pas de questions individuelles, oui. mais vraiment de la Guinée, de ses intérêts, de son avenir. À partir de ce moment-là, les autres partis aussi peuvent renoncer à certaines exigences trop particulières pour se dire que voilà, le minimum est fait de la part du pouvoir. Donc, à nous aussi de faire un effort parce qu'il s'agit de la Guinée, parce que peut-être le pouvoir, il a essayé seul, il n'y est pas arrivé. Donc, on a notre grain de sel à apporter pour que les choses avancent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'abord le pouvoir, ensuite toutes les autres parties de venir apporter leur grain de sel pour que les choses évoluent. Alors, est-ce que ce n'est pas une autre façon pour le président de la République de bouter en touche la dynamique qui était déjà engagée par Mamadou Sylla en tant que chef de file de l'opposition, qui avait engagé des rencontres dans les quartiers généraux des partis politiques et qui est resté en tout cas sans être reçu par une certaine formation politique? Est-ce que tout cela, il faut se dire que c'est un élément de trop? Bon, ce n'est pas un élément de trop, ce n'est pas aussi booster Mamadou Sylla ou de ne pas le booster. De toutes les façons, le président de la République, Kerno l'a souligné tantôt, il est obligé maintenant parce qu'il y a la crise, c'en est de trop là. Donc il y a quand même, il faut forcément qu'on sorte de ça maintenant. Je suis désolé, mais on l'a voulu. Je suis désolé de le dire, mais on l'a voulu. Parce que quand on n'a pas du respect pour nos propres textes,
Et ils vont se retrouver encore autour de Quand vous cette dites table. qui... Non, bon, enfin, que ce soit les acteurs politiques, n'est quand même pas Sidi Mé, que ce c'est soit pas- quand c'est même... encore moins Oui, international. d'accord, c'est une façon de parler, mais vous le savez bien à quoi je fais allusion. Ce sont nos autorités, ce sont aussi les acteurs politiques, parce que les textes sont là, il suffit juste de les appliquer. Qu'est-ce que vaut la démocratie sans l'application des textes? D'accord. Donc la démocratie ne vaut absolument rien sans l'application des textes. Donc à défaut de ne pas pouvoir appliquer ces textes, de ne pas pouvoir appliquer nos propres lois, on fait cas au cadre de dialogue. On a dialogué combien de fois? Les Pourquoi- conclusions, on le dit pourquoi- souvent, sont dans les tiroirs. dans les tiroirs. Donc, il faut encore lancer ce cadre de dialogue. C'est vrai, certains acteurs politiques viendront. On va encore signer parce que je me rappelle bien, c'était, ils avaient fait, comment dire, il y a eu un protocole d'accord signé ici dans la salle même des actes, dans la salle dénommée la salle des actes au Palais du Peuple. Et généralement, on a vu, on dit bon, on ne vient pas se réunir dans cette salle avec du brouillon à main. Yeah. Mais quelles sont les conclusions? Qu'avons-nous fait de ces conclusions? Elles sont aujourd'hui dans les tiroirs. Ouais. Donc cette fois-ci encore, ce sont les mêmes acteurs politiques qui viendront autour de la table. D'accord. Sauf que cette fois-ci, Fodé Bangoura n'y est pas. D'accord, oui, et Thierry Suleiman, aujourd'hui, à peine le secrétaire permanent nommé, les voix ont certes salué, mais d'autres restent sur leur position. On n'est pas concerné, c'est notamment l'UFDG de Cellou Dalein Diallo avec Joachim Baba Milimono du directoire de communication qu'on a écouté, qui a écrit d'ailleurs que l'UFDG n'est pas concerné aujourd'hui. Est-ce que sans l'UFDG, on peut s'attendre vraiment à un dialogue qui réussisse ou qui aboutisse? C'est une question tout à fait pertinente. Et c'est là que je reviens à la question que vous avez posée à Alpha tout à l'heure, Oui. en ce qui concerne l'envie ou la motivation du président de la République derrière. Est-ce que c'est pour, disons, mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique? Et ça renvoie à la réelle volonté que j'évoquais. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse l'état des lieux. D'abord, nous savons que l'acte pris par le président de la République intervient dans un contexte que nous connaissons tous. Il y a une présidentielle, d'abord un changement constitutionnel, et puis une présidentielle qui ont fait ce qu'ils ont fait comme dégâts sur le plan sociopolitique du pays. Personne ne dira le contraire. Il faut en tenir compte, il faut regarder cette réalité-là en face. Deuxièmement, regardez le paysage sociopolitique du pays, notamment au niveau des partis politiques. Savoir que Mamadou Sylla, d'accord, avec toute la volonté, avec tout son engagement, il a essayé quelque chose, il a réussi à un certain niveau, il s'est heurté à un niet catégorique d'autre part. Donc c'est là que le président de la République peut faire valoir sa réelle volonté. C'est-à-dire aller du côté de l'UFR, aller du côté de l'UFDG, entre autres, aller du côté du PEDN, parce que ce sont les principaux partis qui n'ont pas du tout saisi la main tendue de Mamadou Sylla. Donc se dire que le chef de file de l'opposition ou le potentiel chef de file de l'opposition, parce qu'il n'est pas encore installé, il faut qu'on soit d'accord dessus, il en a le droit légalement, mais il n'est pas encore installé. Donc, dire que le chef de file est arrivé à un niveau où peut-être il y a besoin du chef de file national que pourrait être le président de la République pour qu'on puisse franchir cette étape. Et c'est là qu'il peut discuter avec Cellou Dalein, discuter avec Sidya Touré, discuter avec le président du PEDN, M. Lansana Kouyaté, avec qui ils vont se dire, écoutez, il ne s'agit pas de toi et moi, il ne s'agit pas de quelqu'un ou d'un parti particulièrement, mais il s'agit de la Guinée. Alors, le président de la République a créé les conditions pour le dégel de la situation. Par exemple, élargir, bien entendu, les détenus politiques qui sont en train de croupir. On va en parler tout à l'heure. Croupir en prison. Bien entendu, pas en faisant ce que peut-être tout le monde lui reprocherait, comment on appelle, intervenir par effraction dans le domaine judiciaire, mais faire de sorte que cette procédure judiciaire, ça se terminera par ça. Cette procédure judiciaire aille rapidement à terme, parce qu'il faut des conditions pour que cela, il faut créer des conditions pour que cela soit. Maintenant, quand cette procédure judiciaire va prendre fin,
en ce moment, la procédure politique peut intervenir. Et lui, en tant que président de la République, il y aura forcément des possibilités de grâce pour lui de... bon, je ne sais pas s'il y aura besoin de grâce, en tout cas créer des conditions pour que les gens... Non, attendez. On l'a fait, il suffit juste de rééditer. Non, attendez. En fait, moi, la grâce, j'attends d'abord de voir si les gens vont être condamnés. Je ne veux pas aller dans le prochain sujet tout de suite. Oui. J'attends de voir si les gens vont être condamnés ou pas d'abord pour parler de grâce. Mais toujours est-il que le président de la République est un élément, est un maillon essentiel dans cette situation. Maintenant, derrière lui, forcément, les autres leaders, c'est Lou, Sidia, Lansana Kouyaté, il faut à un moment donné qu'ils pensent moins à eux personnellement qu'au pays pour éventuellement, si Alpha Condé crée les conditions, pour qu'ils y viennent et qu'on puisse au même moment, je vais dire, Sidi, mais au même moment, le porte-parole du gouvernement qui serait dans une guerre ouverte avec un leader politique, notamment Sidi Touré. Est-ce que tout cela peut aujourd'hui... Absolument pas. Absolument pas. Ouais. Ceci, ce tohu-bohu, cette guerre entre le porte-parole du gouvernement et le leader de l'UFR, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Ce n'est pas fait. Bon, enfin, entre les deux, nous le savons tous. Cela ne date pas de maintenant, mais il faut quand même qu'ils essayent de mettre ça, comment dirais-je, derrière eux. Ouais. Parce qu'on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, comme l'a dit Kerno Suleiman, le président de l'UFDG, le président du PDN, Lansana Kouyaté, le président de l'UFR, M. Sidi Touré, doivent absolument comprendre qu'on ne parle pas d'eux. D'accord. Qu'on parle de la Guinée. Ça a été toujours le cas. Mais c'est qu'on n'a pas eu du respect pour les accords signés. C'est là aussi, n'oublions pas ce facteur. Il est très déterminant, il est très essentiel. Parce que celui-là sait déjà qu'on viendra dialoguer, il y aura des accords qu'on va signer et qu'on ne va pas respecter. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois. Penses-tu qu'ils vont essayer de venir toujours autour de la table? D'accord. Mais cette fois-ci, quand même, il ne faudrait pas, je leur invite à comprendre un peu l'enjeu. Parce que lui-même en personne, Cellou Dalein Diallo, il en a besoin. Aujourd'hui, il est décapité. Il a le couteau à la gorge. Cellou Dalein Diallo en a besoin. Les Guinéens dans leur entièreté, on en a besoin aujourd'hui. Mais derrière, d'aucuns dirais aujourd'hui que le président, c'est vrai, c'est une volonté affichée, mais toutefois une volonté motivée par l'autre volonté de contraindre coûte que coûte à la reconnaissance de sa victoire. Ben écoutez, c'est justement à tous ces calculs politiques qu'il faut à un moment donné, mettre en berne. Se dire qu'il y a quelque chose d'essentiel qu'est la Guinée, et du coup, il faut à un moment donné que ce bras de fer, ces questions vraiment subjectives et individualistes, il faut que cela s'arrête. Vous aime souvent dire cette démarche manichéenne. Non, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Le président de la République, il a fait ce qu'il a fait. Le changement constitutionnel n'était pas prévu dans la constitution qui a été changée. Ça ne l'était pas. Il a forcé la situation. Il a eu le résultat qu'il a eu. De l'autre côté, les gens se sont opposés comme ils peuvent. Il y a eu ce qu'il y a eu dans ce pays. Il y a eu des dégâts énormes. Il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des dégâts matériels à n'en pas finir. Mais voilà. Mais la question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir, est-ce qu'on va rester cramponné autour de cette situation où chacun pense que tout dépend de son bon vouloir, ou il faut se dire, bon, écoutez, c'est le moment de tourner cette page, peut-être, d'accord, la lire ensemble, mais après, la tourner pour envisager une page nouvelle et commune que tout le monde va écrire ensemble pour que tout le monde puisse la lire. Vous voulez dire que si on n'a pas réussi à arrêter le changement constitutionnel, la tenue dans les conditions qu'on connaît de la législative, mais de la présidentielle, aujourd'hui, ouvrons les portes pour les 6 prochaines années, vraiment à travailler pour la Guinée. Ben, je pense que c'est ce qu'il faut faire et je crois que ça y va à l'avantage de tout le monde. Parce que, d'accord, le pouvoir, je parle du président Condé, il a réussi ce qu'il a réussi, mais vous avez vu où on en est, économiquement, socialement, où on en est dans le pays.
Et sans compter qu'on attend les jours à venir à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Donc, ajouter, à mettre ensemble tout cela, ce n'est pas, comme le Premier ministre le disait il y a quelques semaines, voire quelques mois, ce ne sera pas vraiment facile pour le Guinéen. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour terminer sur ce sujet et entamer l'autre sujet, notamment cette requalification des charges contre les Ousmane Gawal Diallo, aujourd'hui, Alpha Cabinet Sidimé, Alpha Condé, n'est-il pas en train de mettre en œuvre les recommandations de la communauté internationale, en tout cas qui, après avoir tout dit, invite au dialogue? Non, bon, Maître Alpha Condé, mais comment dirais-je, les recommandations de la communauté internationale, je ne pense pas que ce soit ça, parce que ce cadre de dialogue permanent dont il s'agit était déjà sur la table. Même les acteurs politiques de l'opposition avaient demandé. Mamadou Sylla, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait. Donc, ça, c'était déjà sur la table. Ce n'est pas obéir à une réclamation ici de la communauté internationale. Maintenant, qu'est-ce que les Guinéens veulent faire de ce cadre permanent de dialogue? Voilà, il ne faudrait pas que certains pensent que c'est fait à dessein contre eux, et d'autres pensent aussi que c'est pour eux. Qu'on essaye de voir, de tirer au clair, mettre la Guinée au-dessus de tous, et qu'on vient de discuter, puisque nous reconnaissons tous que ça ne va pas. D'accord. Que ce soit de l'opposition, de la mouvance présidentielle, et ceux qui se réclament du centre, nous savons tous que ça ne va pas. Et puisque ça ne va pas, même pendant la guerre mondiale, il y a quand même ce couloir de dialogue qui est ouvert. D'accord. Donc il ne faudrait pas que des partis politiques réagissent autrement. Parce que dès après le décret, les différentes sorties auprès des responsables de l'UFDG, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, l'UFDG doit constituer quand même une partie très essentielle. Oui, c'est la principale formation. Justement, donc à lire les réactions des responsables, de certains responsables de l'UFDG, c'est comme si l'UFDG veut s'éloigner carrément du cadre de dialogue permanent. Mais chose qu'on ne souhaite même pas et qui n'est pas bon aussi pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, Cellou Dalein Diallo a tous ses lieutenants en tombe. Il a le couteau à la gorge. Alors, on vient tout à l'heure à ce sujet. Deux invités ce matin, je vais dire ce soir, sur ce plateau et dans votre émission Club de l'Actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. Thierno Suleiman Diallo du site d'information guinénews.org et Alpha Cabinet Sidimé du site d'information actuguinée.org. On revient sur l'autre sujet juste après cette transition. Je le disais, du nouveau dans l'affaire Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba Abdoulaye Ba, Etienne Soropogui et autres, détenus depuis novembre 2020 pour meurtre, stockage, transfert, fabrication, détention et port illicite d'armes légères. Ces figures de l'opposition ont été renvoyées devant le tribunal criminel de Dixine pour de nouvelles charges. Ils sont désormais poursuivis pour trouble à l'État par la dévastation, le pillage, atteinte aux institutions de la République, participation à un mouvement insurrectionnel, menace de violence ou mort par le biais d'un système informatique épervier, comme on l'appelle, diffusion et la mise à disposition d'autrui de données de nature à troubler l'ordre public. Vous vous attendiez à cela, à cette requalification? Absolument, absolument, parce que pour tout vous dire, moi je n'ai jamais cru aux premières charges qui étaient mises au compte de ces acteurs politiques. Il y en a parmi eux que je connais parfaitement bien et je sais que pour rien au monde ils ne pourraient se permettre de commettre ce qui leur était reproché. Cela dit, moi je pense qu'il faut se réjouir déjà de cette évolution, parce que les lignes sont en train de bouger. On peut mettre ça au compte de je ne sais quelle pression et tout, mais forcément on constatera qu'il y a une évolution qui est en train de s'opérer au niveau du pouvoir, c'est-à-dire au niveau du président Condé qui détient tous les pouvoirs dans ce pays actuellement. Et si les choses sont arrêtées à ce niveau, il laisse la justice faire un travail qui permet d'envisager
disons, une procédure moins politique, avec des charges moins farfelues, si je peux me permettre l'expression. Non, moi je m'attends à, disons, à une issue heureuse dans cette situation. Et c'est là que j'insisterai sur le sujet précédent, concernant le dialogue politique et social. Déjà là, c'est un pas vers ce dialogue. Il faut juste s'assurer maintenant que il n'y aura pas de condamnation fantaisiste. Parce que quand vous voyez le décalage, pour ne pas dire la contradiction totale entre les premières charges et celles actuelles, ben, il ne faut pas être surpris que même celle-ci, au tribunal, ne soit pas retenue contre les détenus. Oui. Donc, moi, je crois que... Donc, je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Toujours est-il que... ça peut être le début de quelque chose en ce qui concerne la décrispation du paysage politique. Moi, je pense que tous ceux-là qui ont accès au président de la République et à son entourage devraient l'encourager à laisser la justice faire son travail, continuer à évacuer ce sujet. De l'autre côté, disons, faire comprendre à Cellou Dalein et aux autres opposants qu'à un moment donné, il faut savoir mettre un break, disons, regarder les choses autrement, envisager un nouveau départ, parce que c'est à ce prix seul que chacun pourrait sortir gagnant. C'est-à-dire, il faut qu'on procède à une sorte de New Deal dans ce pays. C'est-à-dire, au lieu que chacun se voit comme potentiel perdant de l'opération qui pourrait venir, que plutôt chacun se voit comme un potentiel gagnant dans un... Parce que c'est la Guinée qui finira par justement, gagner. Et dans un truc de gagnant-gagnant, où chacun va pouvoir tirer son épingle. Oui, Alpha Kabine Sidimé, on sait quand même le président de la République a une sortie. Il avait dit que c'était chez nos confrères de Jeune Afrique que tous les éléments de preuve existeraient aujourd'hui contre ces personnalités. Comment comprendre cette requalification rocambolesque, si on peut le dire ainsi, des charges? Ce n'est même pas trop. C'est que c'est juste, c'est parce que nous tendons vers la décrispation sociale. J'avais dit tout à l'heure, quand mon ami avait la parole, j'ai dit, bon, peut-être qu'on s'achemine vers la libération de ces gens-là. Parce que le président de la République a clairement dit qu'ils détiennent les preuves tangibles, palpables, contre ceux qui sont aujourd'hui détenus à la maison centrale. Il s'agit de Ousmane Gawal, de Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Etienne Soropodi, Ismaël Diallo, voici, je vais dire. Voilà, voici, on nomme un secrétaire permanent, du cadre permanent du dialogue politique et social, et à côté, c'est le procureur qui requalifie les faits. Parce que dans les premiers faits, on parlait de détention, fabrication d'armes. Maintenant, on requalifie les faits. Et il y a une différence entre les premiers faits et les nouveaux faits qui sont là devant nous. Donc, ça veut dire que nous acheminons vers quelque chose. Donc, c'est à Elhadji Cellou Dalein Diallo de voir maintenant, de bien regarder pour qu'on puisse certainement sortir... oui, mais en quoi, lorsque vous invitez Cellou Dalein Diallo à voir clair ou à voir quoi, en quoi peut-il être un élément? Ceux qui sont là, les faits en parlent d'eux-mêmes. Les faits en parlent d'eux-mêmes. C'est lui-même l'a dit. Il dit que c'est ceux qui sont, ces lieutenants aujourd'hui qui sont en tôle, ne peuvent pas tuer une mouche. Et on parle de fabrication, de détention d'armes avec ces gens-là. Donc on requalifie les mêmes faits. Ce qui veut dire que certainement la mouvance, comment dirais-je, le gouvernement tend vers l'apaisement. Oui, mais en disant par exemple dans les premières charges, meurtre, stockage, je vais dire stockage, transfert, fabrication, détention et port illicite d'armes légères,
derrière le président, je le disais tantôt, le président disait détenir des éléments de preuve. Et aujourd'hui, qu'on vienne utilisons l'expression qu'on a trompé le président. Vous savez que il y a une sorte d'apaisement quand même. Apaisement, mais il faut bien aussi. On l'a trompé en lui donnant l'impression, parce que c'est pas quand même lui qui va sur le terrain pour constater tout cela. Oui. On a dû lui remonter des informations. Les faits sont requalifiés. Et c'est des informations erronées. Parce que pendant toute la procédure, comment ça s'appelle dans le terme juridique, pendant les instructions, il n'y a eu aucun élément de preuve qui ait été montré aux avocats, qui sont quand même les interlocuteurs les plus valables du juge d'instruction, quand il s'agit de cette procédure à cette étape. Oui. Rien de tout cela n'a été montré. Donc, mais à un moment donné, des gens qui prêchent pour leur chapelle aussi, pour leurs propres intérêts, ils savaient que c'est ce que le président voulait entendre en ce temps-là. Donc ils sont venus lui dire que peut-être ils ont dû trouver un char sous le lit, un char de combat sous le lit de quelqu'un et tout. Ben voilà. Mais quand il s'est agi de travailler sur le plan juridique, ben le juge d'instruction, il sait qu'il y a une loi là. Il y a un code qui régit tout ce qu'il fait. Donc il a dû se référer à ce code, mettre ce qu'on lui a donné comme élément de preuve ou potentiel élément de preuve dans une balance et puis également le code pour s'assurer que tout ce qui avait été énuméré au départ là ne relevait que peut-être de la seule volonté de quelqu'un de nuire et que dans les faits, concrètement, on ne peut, avec toute la rigueur, toute la volonté de nuire, mais on ne peut que retenir ce qui est retenu là. Et ça même, moi j'ai discuté avec un avocat qui me dit que c'est très discutable tout cela. Et que c'est pas du tout exclu, que c'est d'ailleurs fort probable qu'au tribunal, les détenus politiques là soient acquittés. Au tribunal, les détenus politiques soient acquittés, mais lorsqu'on dit que des éléments existent, les Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et autres, ont aujourd'hui besoin, ils ont vraiment besoin de cela, que cet honneur soit lavé, que les accusations, si elles sont fausses, qui sont portées contre leur personne, soient montrées à la face du monde que c'était vraiment des montages. Mais est-ce que l'État aujourd'hui, le régime Condé, est-il dans les prédispositions de se dédire? Bon, se dédire, ça serait prématuré de le dire, c'est trop tôt de le dire, que l'État guinéen veut se dédire par rapport à ce dossier. On a juste requalifié les faits, mais cela ne veut pas dire qu'ils échappent quand même à certains paramètres de la justice. Donc, ce sont les faits simplement qui ont été requalifiés. Donc, ils seront jugés. C'est de l'honneur pour eux aussi, certainement d'être blanchis, de tirer d'affaire, de toutes les façons. Personne ne souhaite la prison, ne serait-ce qu'à son pur ennemi. Donc aujourd'hui, non seulement ceux qui sont dedans veulent sortir, mais ensuite, il y a la manière. D'accord. Donc si les faits sont requalifiés, certainement, on tend vers un certain apaisement. Alors, pour terminer, quel pont on peut établir entre la requalification des charges et la nomination du secrétaire permanent au dialogue politique et social? C'est une volonté affichée. C'est une volonté affichée de la part du gouvernement, certainement. Une coïncidence. Moi, je vois là une heureuse coïncidence. Moi, je vois une volonté affichée. Encore une fois, vous savez, on est dans un processus d'apprentissage démocratique. Il y a forcément des erreurs qui se commettent. Il faut reconnaître, ça c'est une volonté affichée. Non, je n'en disconviens pas. Une heureuse coïncidence, c'est une volonté affichée. Toujours est-il que, en dépit de la volonté affichée, il faut qu'il y ait la forme. À partir du moment où, restons sur les principes, on a dit que la séparation des pouvoirs est consacrée. Le président de la République, il a nommé Fodé Bangoura, c'est de son ressort. Est-ce que vous pouvez affirmer que c'est lui qui a ordonné qu'on requalifie les faits? Non. Alors, c'est en ce sens que moi je parle d'heureuse coïncidence et j'estime que, à l'allure des choses, on pourrait éventuellement aboutir à un tribunal. Et l'avantage, vous savez, d'aller au tribunal, c'est quoi? C'est que là, on a droit à, disons, un procès public, où le juge n'est plus dans les instructions qui sont dans ses secrets à lui,
mais ce sera devant l'opinion. Vous savez que le public, il est invité. Oui. On va voir comment les choses se passent. Donc, non seulement face au public, mais eu égard aussi au code pénal et tout l'arsenal judiciaire qui permet au juge de décider dans son intime conviction de condamner ou de relaxer quelqu'un. Moi, je me dis que à partir du moment où les premières charges là ont été abandonnées, je serais très surpris de voir quelqu'un condamné avec ce qui se passe. Parce que permettez-moi de rappeler que moi j'ai eu un document qui a été distillé dans au niveau des représentations diplomatiques accréditées à Conakry, où on met des charges énormes au compte des détenus politiques, avec des images d'armes de guerre même. Oui, mais dans le document, le ministre de la Sécurité, de l'administration du territoire et de la justice ont dit... Ne va pas loin l'actuel président, il n'y a pas ce qu'on n'a pas montré. Si on a mis tout ça, si on a pu mettre ça dans un document, mais après on s'est rendu compte que dans les faits, on ne peut pas établir cette vérité et qu'il faut plutôt être plus raisonnable et donc avoir des choses, parce qu'on a recueilli des écrits sur internet et tout, c'est ce qu'on a mis entre autres dans les nouveaux dans les nouvelles charges. Il a dit, Thierno Suleiman, l'intime conviction du juge. Est-ce qu'on peut bien avoir espoir que cela s'exprime aujourd'hui, dès lors que le porte-parole du gouvernement dit que le procureur travaille pour l'exécutif? Bon, moi je persiste sur ma position tantôt lorsque je disais que ce n'est pas une heureuse coïncidence, mais plutôt une volonté affichée du gouvernement, parce que nous savons tous aujourd'hui que ça ne va pas, non seulement sur le plan social, le plan économique aussi. Nous le savons tous que ça ne va pas. Et nous le savons tous aussi qu'il n'y a pas un acteur politique aujourd'hui qui ne demande pas ce cadre de dialogue permanent. Même du côté de l'opposition, à moins que ce ne soit l'opposition radicale qui refuse carrément ce cadre de dialogue. Donc, du côté des choses, et là je Mamadou Sylla. Il y en a cette opposition radicale? Bon, enfin, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Le chef de fila il a de ses façons de parler. Chef de fila de comment dirais-je, de l'opposition guinéenne, même s'il n'est pas encore installé, Mamadou Sylla, il n'y a pas ce qu'il n'y a pas fait pour aller à ce cadre de dialogue permanent. Et malheureusement, il s'est resté à ça. Donc le président de la République sait aujourd'hui pertinemment qu'il faut absolument aller à ce cadre de dialogue. Regardez ce qui se passe. On requalifie les faits quelque part. On nomme un secrétaire permanent du cadre de dialogue qui va se mettre à la tâche. Le Premier ministre va présider ce cadre de dialogue et on va mettre des émissaires à aller rencontrer ces acteurs politiques par-ci et là. Ceux dont on n'a pas encore entendu parler, c'est peut-être Lansana Kouyaté et le président Syria Touré. D'accord. Du côté de l'UFDG, nous savons déjà qu'ils ne veulent pas participer à ce cadre de dialogue. Mais si au moins les 80% veulent participer à ce cadre de dialogue permanent, je pense bien aussi que les 20% restants qui ne veulent pas aller, ces 80% réussiront à convaincre ces 20% pour qu'ils soient autour de la table. Parce que c'est la Guinée qu'on en a besoin. C'est vous qui avez lâché le terme, l'intime conviction du juge. On a écouté Thibaut Camara, le procureur est au service de l'exécutif. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à l'expression de l'intime conviction du juge dans ce tel dossier? Bien entendu, vous savez que le procureur, il est dans son rôle, il défend l'intérêt public, il défend l'État dans les choses au tribunal, il va jusqu'à requérir des peines et des décisions, mais ça ne change pas le fait que c'est au juge et à lui seul de prendre la décision à un moment donné, quitte à lui d'entériner ce que le procureur a demandé ou de prendre une décision contraire. C'est en ce sens que je parle d'intime conviction. Et encore une fois, moi, l'évolution qu'il y a eu entre les premières charges et celles qui sont là aujourd'hui me font dire que ça présage de bons augures. On arrive au dernier virage. Merci à vous, Thierno Suleiman, d'être passé. C'était un plaisir. On sera encore dimanche prochain ensemble. Si tout va bien.
Merci à vous, Alpha Kabine Sidibé. Merci, mon frère. Merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde, notamment du côté de Ségiri, je vais dire à Kintinya, à Lero, et à Gekedou, à Skamsar, à Labé, à Boké, à Sangaredi, partout, il faut le dire. Merci de votre attention. On se retrouve encore. Il me rappelle, à Mamou, la ville Carrefour. Mamou Poredaka, où vous nous regardez également. Merci de votre attention. On se retrouve encore dimanche prochain pour d'autres sujets qui marqueront cette semaine qui s'annonce dès demain, 24 mai. Merci à vous et merci à Nalaï Sidibé, à Lamine Sidibé, à Mamoudou Kondé, à Aboubakar Fotesouma, mais aussi à Salim Fofana. Merci de votre dévouement. Merci à tous et au revoir.